Bonjour à toutes et tous, je suis Béatrice Couéron, professeure d'économie, sociologie et histoire, et je dirige le programme Melchior, développé par l'Institut de l'entreprise en partenariat avec l'Éducation nationale. Et vous connaissez ce format, Melchior M, qui vous propose régulièrement un échange avec un auteur d'un ouvrage d'économie qui a fait date et qui est important pour nous. Et nous allons pouvoir passer du temps à lui poser des questions et à aller plus au fond de son travail d'écriture. Alors j'ai le grand plaisir de recevoir pour ce format Melchior M adossé à cet ouvrage Marie Curie habite le Morbihan, démocratiser l'innovation, son auteur, Xavier Jaravel. Bonjour. Et pour modérer ce bel échange, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Barou, qui est IAIPR de SES dans l'Académie de Nice. Merci, bonsoir. Alors, le format va vous permettre de poser toutes vos questions dans le chat. Elles seront posées par Vincent Barou à Xavier Jaravel au fil de l'eau. Nous vous espérons un très beau moment et je laisse la parole à Vincent Barou et Xavier Jaravel. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Donc, je me propose très rapidement de présenter l'auteur, Xavier Jaravel. Donc, vous êtes titulaire d'un doctorat à l'université d'Harvard, vous êtes désormais professeur à la London School of Economics. Vos recherches portent essentiellement sur la croissance inclusive, l'innovation, le commerce international et les inégalités. Vous avez publié dans les revues académiques les plus prestigieuses, on peut citer l'American Economic Review, Quarterly Journal of Economics ou The Economic Journal, par exemple. Vous faites partie aussi des 10 jeunes économistes universitaires les plus cités dans le monde en 2022 et 2023. Vous avez reçu de nombreux prix, dont celui du meilleur économiste de moins de 40 ans en 2021 en France. Donc tous ces éléments peuvent permettre d'affirmer que vous êtes un économiste reconnu par vos pairs, mais vous êtes aussi un économiste de plus en plus connu par le public. En effet, vous êtes membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, vous publiez à ce titre un certain nombre de rapports que l'on trouve d'ailleurs en libre accès sur Internet. Vous avez publié aussi un certain nombre d'articles de vulgarisation, notamment dans les Échos, mais surtout, à l'occasion de ce livre donc que vous allez présenter, vous avez reçu le prix du meilleur livre d'économie 2023, dont les médias se sont largement fait l'écho, même très très largement fait l'écho. Ce livre donc que je montre ici, Marie Curie habite dans le Morbihan, démocratiser l'innovation, a fait l'objet d'une note de lecture Melchior, mais je vous conseille très vivement de le lire en entier, qui permettra de se nourrir de la démarche de l'auteur, d'entrer dans le détail de sa démonstration. Pour vous mettre un appétit de ce que va nous raconter Xavier Jaravel, quelques mots que je lis de son ouvrage. L'innovation nourrit aujourd'hui les inégalités sur bien des plans, mais ce n'est pas une fatalité. Changer la donne suppose de renouveler notre logiciel de politique d'innovation et de revoir nos priorités. Voici pourquoi et comment. Donc, les thèmes abordés dans cet ouvrage entrent tout particulièrement en résonance avec nos programmes scolaires. On peut citer par exemple en droit et économie en STMG le chapitre « Les sources d'une croissance économique soutenable ». En sciences économiques et sociales, dans le programme de terminale, le questionnement « Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique ?» ou encore, par exemple, en classe préparatoire CG, en économie, sociologie et histoire, toute la partie relative à la croissance économique. L'organisation de la présentation sera la suivante. Xavier Jaravel présentera donc son ouvrage en 3 parties. D'ailleurs, ces 3 parties qui reprennent l'organisation de l'ouvrage. Une partie 1 qui porte sur le diagnostic, notamment sur la nature profonde du processus d'innovation, son lien avec les inégalités. Une partie 2 sur les politiques qu'on peut qualifier d'inefficaces, qui sont souvent avancées dans le débat public, et une partie 3 sur ce qu'il faudrait faire selon l'auteur. Avant de laisser la parole et de remercier donc Xavier Jaravel, j'invite chacun à poser ses questions dans le chat et je les relayerai autant que possible. Xavier, je vous laisse la parole. Merci infiniment Vincent pour cette introduction très complète.
Vous devriez voir mes slides s'afficher à l'écran. C'est bien le cas? Tout à fait. Donc, comme Vincent vient de le dire, on va faire ça en 3 parties et donc commencer d'abord par quelques constats. Mais juste avant, pour revenir sur la problématique générale que Vincent a déjà bien exposée, mais juste pour le faire très, très brièvement, le point de départ du livre, c'est de se dire que on entend beaucoup que l'innovation nourrit les inégalités. D'ailleurs, on se le dit intuitivement quand on voit par exemple la robotisation. On se dit, par définition, les robots réduisent certains besoins en main-d'œuvre. On voit des gens qui lèvent des millions d'euros pour créer des startups, donc ça fait augmenter les inégalités de patrimoine ou de revenus. Et on voit aussi des grands groupes, par exemple Google, qui détiennent des technologies de pointe et donc qui peuvent être plus puissants que des États. Donc, il y a aussi des questions démocratiques. Et d'un autre côté, on se dit que l'innovation est pas quelque chose dont on peut se passer parce que c'est l'innovation qui crée la prospérité matérielle à long terme, c'est elle qui tire la croissance économique. Et c'est ça aussi qui nous permet d'avoir suffisamment de recettes fiscales pour financer les services publics, pour financer la transition, la protection sociale, pour financer aussi la transition écologique et pour faire la transition écologique avec des innovations. Et donc le point de départ, c'était de se dire, est-ce que finalement, il faut considérer que les inégalités nées de l'innovation sont un mal nécessaire puisqu'on a vraiment besoin d'innovation, ou est-ce qu'en fait, au contraire, on pourrait imaginer un autre modèle d'innovation qui d'emblée réduirait les inégalités pour gagner, pour ainsi dire, à la fois sur les 2 tableaux, plus d'innovation, moins d'inégalités, plus de démocratie. Donc, on va faire ça en 3 étapes, avec d'abord un constat pour comprendre les forces économiques et sociologiques qui expliquent le lien entre innovation et inégalité, et puis ensuite, on reviendra sur différentes propositions. Donc, pour commencer avec les constats, une dizaine de minutes sur ça, je vais directement au constat ici. Déjà, par innovation, dans ce livre, j'entends quelque chose d'assez large, c'est-à-dire c'est tous les dispositifs, tous les moyens et procédés qui introduisent de nouveaux produits sur le marché, qui permettent de produire différemment un même produit, et ce, à n'importe quel bout de la chaîne de production. Et ça peut être très, très en amont avec des travaux de recherche, par exemple, ou très en aval sur le fait de faire du marketing pour changer l'image d'un produit. J'ai cette vision très, très large de l'innovation et donc ça va considérer, ça va toucher des professions scientifiques, des professions d'ingénieurs, mais on pourrait avoir aussi une vision encore plus large. Donc, on peut dire qu'on est tous touchés par l'innovation et donc on pense peut-être intuitivement à des innovations comme les innovations numériques, mais en fait, le propos peut être beaucoup plus large et beaucoup des constats s'appliquent très, très largement. Donc, je commence avec les constats pour faire les liens entre inégalité et innovation. Et je voulais mettre l'accent sur 4 phénomènes. D'abord, la constitution de hauts revenus et de hauts patrimoines. Donc, en fait, on a plein de bases de données qui nous permettent de voir les sources de revenus des très grands détenteurs de patrimoine ou des très hauts revenus. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de très grandes entreprises qui innovent parmi ces très hauts revenus, ces très hauts patrimoines. Parfois, il y a aussi constitution d'un pouvoir de marché pour certaines entreprises innovantes qui parviennent à s'établir comme leaders dans un domaine, par exemple, toutes les technologies avec des plateformes, Uber, Airbnb, pour citer que quelques exemples, Dropbox, il faut avoir un réseau d'utilisateurs. Donc, une fois que vous avez fait votre innovation et vous vous êtes imposé comme le leader, par définition, vous êtes très difficile à bouger parce qu'il faut faire un peu changer tout le réseau et que l'adoption de technologies concurrentes soit très large dans tout le réseau pour que vous soyez supplanté. Donc, ces 2 premiers points sont détaillés dans le livre. Je ne veux pas m'appesantir trop sur ces 2 premiers points aujourd'hui, juste par manque de temps, et je veux plutôt insister sur les liens entre innovation et emploi et le lien aussi entre innovation et pouvoir d'achat des consommateurs. Donc souvent, quand on réfléchit à l'innovation et à l'emploi, on pense aux robots, on pense à l'automatisation, et on se dit que par définition, ces nouvelles technologies vont remplacer certains emplois, et ça a conduit certains à proposer des taxes sur les robots. C'était le cas, par exemple, en France, lors de la présidentielle de 2017. Benoît Hamon s'était positionné en faveur d'une taxe sur les robots. C'est le cas aussi aux États-Unis, où il y avait un candidat à la présidentielle, à la candidature démocrate pour la présidentielle en 2020, Andrew Yang, qui proposait une taxe sur les robots. Bill Gates était en faveur d'une taxe sur les robots. Et en même temps, les robots ou d'autres formes d'automatisation peuvent vous rendre plus productif. Et donc, si vous êtes plus productif, vous pouvez peut-être réduire vos prix, vous pouvez peut-être vous attirer un marché, vous constituer un marché plus large, davantage de consommateurs.
Et puisque vous auriez plus de consommateurs, eh bien, vous auriez aussi des besoins en main-d'œuvre possiblement plus élevés. Donc, vous avez cet effet de remplacement des tâches d'un côté, mais aussi cet effet de hausse de la productivité. Donc, c'est en fait une question empirique. Et donc, on veut voir en pratique qu'est-ce qui se passe quand des entreprises automatisent, robotisent, quelles sont les dynamiques d'emploi. Et donc, c'est ce que je montre ici avec cette figure qui est tirée de travaux de recherche avec Philippe Aguillon, Céline Antonin et Simon Bunel, où on vous montre l'évolution de l'emploi. Et ici, en l'occurrence, c'est l'emploi non qualifié, des gens peu éduqués, autour d'événements d'investissement dans des technologies d'automatisation, dont les robots, mais pas seulement. Et en gros, ce que cette figure vous montre, c'est que vous avez une hausse de l'emploi juste après l'événement focal qui est ici montré par les petits pointillés. Et donc, nous, quand on a fait ces travaux, on était très surpris de voir que les entreprises qui automatisent, qui robotisent, sont aussi des entreprises qui, en fait, embauchent davantage. Mais beaucoup d'autres travaux ont trouvé ça, en fait, maintenant dans d'autres contextes. Ça, c'était pour la France, c'était l'industrie en France entre 1996 et 2017. Mais on voit les mêmes résultats aux États-Unis, au Danemark, au Royaume-Uni, en Espagne. Et c'est au niveau donc d'une entreprise, cette analyse ici. Donc, les entreprises qui automatisent, en moyenne, eh bien, l'effet de productivité domine l'effet de remplacement des tâches. Donc, en fait, ici, la robotisation n'est pas l'ennemi de l'emploi. Mais on peut se dire que peut-être que c'est un effet qui concerne seulement les entreprises et pas des secteurs d'activité. Parce que peut-être que les entreprises qui automatisent le font au détriment de celles qui n'automatisent pas. Peut-être que c'est un jeu en fait de chaises musicales où les entreprises qui automatisent deviennent plus productives, ont plus de consommateurs, ont plus d'employés, mais elles prennent des parts de marché aux autres qui, elles, perdent des emplois. Donc, vous pouvez refaire ce genre d'analyse au niveau d'un secteur, au niveau d'un pays. Et en fait, vous avez toujours des dynamiques comme ça, qui sont positives. Et la raison, c'est que vous avez aussi beaucoup de concurrence internationale. Par exemple, l'Allemagne, pays qui est beaucoup plus robotisé, notamment dans son industrie par rapport à la France, et qui a beaucoup mieux préservé l'emploi industriel, la valeur ajoutée industrielle. Donc, le premier point que je voulais mettre en avant, c'est que empiriquement, en fait, tout tend à penser que taxer les robots, ce serait probablement contre-productif du point de vue de l'emploi, à moins que tout le monde se mette à taxer les robots et que du coup, il n'y ait pas de concurrence internationale, qu'il n'y ait pas ces effets de concurrence entre pays. Donc, l'effet entre inégalité et innovation, du point de vue des robots, est vraiment à nuancer. Et donc, dans le livre, vous avez plus de détails sur les différences entre types d'emplois. Donc, il y a des emplois qui sont détruits, d'autres qui sont créés, mais ce n'est pas systématiquement des emplois peu qualifiés qui sont perdus. Un autre élément dont on parle très peu et qui, en fait, me semble plus important quand on réfléchit au lien entre innovation et inégalité, c'est la question de savoir la question des gains de pouvoir d'achat. Qui sont les consommateurs qui bénéficient des innovations? Donc, il y a plein d'innovations qui sont en fait cachées pour le consommateur parce qu'elles se passent à différents niveaux du processus. Mais on peut essayer de mesurer ça de plein de manières. Pour vous donner un exemple emblématique, c'est Ubercopter. Donc, c'est une version de Uber pour hélicoptère, qui ici, c'est une photo à New York. Et vous pouviez prendre, vous pouvez encore aujourd'hui, vous allez à l'aéroport de New York, JFK, vous arrivez, vous pouvez prendre un Ubercopter. Et donc, c'est évidemment très cher. Pendant un moment, Uber disait non, ça deviendra moins cher que le taxi, parce que le taxi coûte déjà $200 pour aller au centre de Manhattan. Mais en réalité, quelques années plus tard, c'est toujours hors de prix. Et donc, c'est pas devenu accessible pour tout le monde. C'est juste un exemple pour bien montrer que toutes les innovations n'ont pas vocation à ruisseler et à devenir accessible à tous les consommateurs. Souvent, on pense aux iPhones, par exemple, on se dit quasiment tout le monde a un iPhone. Déjà, c'est pas vrai. C'est toujours une minorité qui a un iPhone. Et en plus, l'iPhone n'est pas représentatif de tous les types d'innovations. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mesurer des changements de prix qui sont liés à l'introduction de nouveaux produits, à l'introduction de nouveaux processus de production qui réduisent les coûts. Quand il y a de nouveaux produits, ça fait de la concurrence avec les produits existants. Et donc, vous essayez de mettre tout ça ensemble. Et dans un pays comme les États-Unis, on voit que, en gros, il y a un effet très important de ces dynamiques d'innovation différentes. En gros, les produits qui sont davantage achetés par les plus aisés bénéficient de davantage d'innovation. Et du coup, ça renforce assez fortement les inégalités de pouvoir d'achat. Et on va revenir dans un instant sur les mécanismes qui permettent de comprendre pourquoi on voit ce phénomène. Mais donc, aux États-Unis, plus que dans d'autres pays, on voit ce genre de choses, plus d'innovation sur des produits entre guillemets plus luxueux. Vous avez Ubercopter, mais un autre exemple, par exemple, dans l'alimentation, vous avez tous les produits bio qui ont beaucoup d'innovation, ils restent très chers, mais ils sont de moins en moins chers, alors que des produits
plus de base, non bio, eux ont des taux d'inflation plus élevés, n'ont pas de réduction de leur prix. Donc en réalité, quels sont les principaux facteurs qui expliquent pourquoi est-ce que les innovations se produisent dans certains types de produits et pas dans d'autres? Si on veut résumer à très grands traits, je dirais qu'il y a un premier élément qui a trait aux incitations financières. Donc quand vous avez un marché plus grand, vous avez des incitations à innover, rentrer sur ce marché et du coup diffuser votre produit, vous pouvez rentrer dans vos coûts, rentabiliser vos investissements. Et en fait, c'est ça qui explique en grande partie ce que je vous montrais avant pour les États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez des consommateurs riches qui deviennent encore plus riches plus rapidement que les autres, parce que c'est un pays avec une forte hausse des inégalités. Donc, vous avez une hausse de la demande pour les produits de qualité, par exemple les produits bio ou des choses plus extrêmes comme Ubercopter. Et donc, vous allez avoir l'utilisation d'innovations, de nouvelles technologies sur ces segments de marché premium. Donc là, c'est un élément très important. Et un élément à garder en tête aussi, peut-être qu'on reviendra dans la discussion, c'est que ça veut dire que, vu l'importance de ces effets de taille de marché, ça donne un rôle essentiel pour la mondialisation, le commerce international, qui est un facteur important pour maintenir notre capacité à innover, notamment pour un pays comme la France, qui a un marché intérieur relativement circonscrit. Après, un autre point, et je vais maintenant arriver à la fin de ce premier constat, c'est en fait, pour expliquer ces types d'innovations qui peuvent différer, ça a trait aux motivations intrinsèques des innovateurs et en fait aux questions que les gens se posent et aux produits qu'ils veulent créer, parce que ça leur parle, parce que ça vient de leur milieu ou ça parle à leur milieu. Et donc là, je veux insister sur le fait que les innovateurs en fait viennent de milieux sociaux très très circonscrits. Donc le fait qu'il y ait plus de gens d'origine aisée parmi les innovateurs n'est pas en soi surprenant. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est l'ampleur des différences. Donc, je vous montre ici une figure qui est aussi dans le livre où on calcule différentes mesures d'innovation. Donc, par exemple, vous êtes un ingénieur détenteur de brevets, vous êtes un chercheur ou un ingénieur qui a fait une thèse, et vous pouvez montrer la propension des individus qui sont dans cette catégorie, qui font ce type de métier, en fonction du revenu de leurs parents ou avec différentes mesures d'origine sociale. Et vous avez ces formes très convexes, ces différences très, très fortes. En gros, si vous êtes du top 1% de la distribution des revenus, vos parents sont très aisés, vous êtes 10 fois plus probable que vous soyez innovateur que si vous êtes en dessous de la médiane des revenus. Donc, c'est des différences très, très, très fortes. Et on reviendra plus tard sur le fait que ça peut permettre de mobiliser un vivier de talent aujourd'hui inexploité. Là, le point sur lequel je veux insister, c'est sur les types d'innovation. Et en fait, des gens qui viennent d'horizons différents vont avoir des idées différentes, vont être intéressés par des innovations différentes. Et donc, le livre montre plusieurs exemples historiques, en plus de montrer statistiquement qu'il y a vraiment une forte corrélation entre les types de produits que vous faites, les consommateurs que vous allez servir et votre propre identité sociale. Un exemple historique marquant, c'est Louis Braille, qui donc bien sûr l'inventeur où il a vraiment affiné le système d'écriture pour malvoyants, de lecture pour malvoyants qu'on connaît tous et qui est mondialement célèbre. Et en fait, il a eu un accident tragique dans l'atelier de son père à l'âge de 5 ans. Il a perdu la vue et ensuite, plus tard, il a travaillé sur ça et il aurait jamais fait ça sans cet incident tragique. Après, il y a beaucoup d'autres exemples moins tragiques et donc notamment, si tu regardes les inventrices, créer plein de produits qui s'adressent en particulier aux femmes. Donc, du coup, ça a créé des effets induits sur les inégalités en termes de pouvoir d'achat. Les gens que vous recrutez sont aussi très généralement des gens qui sont de votre sexe ou sont de votre milieu social. Donc, ça, c'est aussi des choses que l'on voit statistiquement. Donc, en gros, quand vous avez une inégalité d'accès aux professions d'innovation, en soi, ça importe pour l'inégalité parce que ça veut dire que vous n'aurez pas accès à ces très hauts revenus, ces très hauts patrimoines qui sont souvent à la clé des innovations. Mais en plus, il y a un effet induit sur l'inégalité en termes de pouvoir d'achat entre consommateurs et sur l'inégalité aussi en termes de création d'emplois puisque les startups créent beaucoup d'emplois. Et puis, le troisième et dernier élément, mais on y reviendra plus après, donc là, je vais être très bref, c'est le niveau général d'éducation d'un pays. C'est aussi un des grands facteurs de détermination des innovations et de leur diffusion. Donc là, il ne s'agit pas que d'inventer la technologie. Ça, c'était les points 1 et 2, les incitations financières, les motivations intrinsèques des innovateurs. Ça va être très important pour les types de technologies qui sont inventées. Et ensuite, pour la diffusion des innovations à très grande échelle, dans tout un pays, ce qui compte souvent, c'est le fait d'avoir une main-d'œuvre suffisamment bien formée pour qu'elle puisse adopter ces technologies. Et on reviendra plus tard sur ce point.
Donc, je m'arrête ici pour ce premier constat sur les liens avec les inégalités et les forces profondes qui dirigent les types d'innovation qu'on voit dans l'économie aujourd'hui. Merci Xavier. Donc, on a bien compris que l'innovation nourrit les inégalités, si on peut dire, en amont, au niveau des innovateurs, puisque une partie seulement, finalement, de la population a une propension à innover plus importante que les autres, mais elle les nourrit aussi en aval, puisque la qualité même des innovateurs va déterminer, en quelque sorte, les bénéficiaires de l'innovation, et donc jouer sur les inégalités, si on peut dire en aval, je ne sais pas. Exactement. J'ai une question. Quelles conséquences sur les innovations des GAFAM aux États-Unis? Les conséquences de cette inégalité donc d'accès à ces professions, ça la question. On peut le comprendre comme ça, oui. Si on comprend comme ça, moi j'ai pas analysé spécifiquement le cas des GAFAM. Je pense que pour les GAFAM, le problème principal, c'est plutôt la constitution du pouvoir de marché. Vous voyez, c'est ce que je disais, c'était le premier point que je mentionnais ici, puisque vous avez ces rendements d'échelle et donc ces entreprises-là vont être très difficiles à déloger. Et donc là, en termes de politique publique, les conséquences, c'est qu'il faut s'interroger sur la politique de la concurrence. Quand les GAFAM rachètent telle ou telle petite entreprise, telle ou telle start-up, est-ce que c'est bon pour l'innovation ou est-ce qu'en fait, c'est une manière de tuer dans l'œuf ce qui aurait pu devenir un concurrent? Ça, je pense que c'est le premier élément. Et après, les GAFAM recrutent beaucoup d'innovateurs. Et donc, si les GAFAM décidaient d'essayer d'élargir le champ, par exemple, en décidant on va recruter des profils plus différents, on va recruter davantage de femmes, on va recruter davantage de personnes d'origine modeste, ça pourrait être tout à fait important pour les dynamiques d'innovation et pour faire sauter certains de ces verrous. C'est pas vraiment une priorité qui a été énoncée par ces entreprises, loin de là, mais ça pourrait être, on pourrait les voir comme levier important pour contrer certaines de ces inégalités vu leur place centrale dans l'écosystème d'innovation. Merci. Donc, vous avez commencé un petit peu à évoquer les mesures mises en place ou évoquées en tous les cas dans le débat public. On a compris que taxer les robots, ça n'avait pas de sens. On a compris aussi que le protectionnisme n'avait pas de sens aussi dans l'idée qu'il limiterait l'incitation à innover. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui seraient à écarter comme politique, et qu'est-ce que vous proposeriez? Donc là, on passe à la deuxième partie, c'est bien ça. On peut passer à la deuxième partie, oui. Voilà, donc là, peut-être plus rapidement que la première partie. Donc comme Vincent vous l'évoquiez à l'instant, il y a plusieurs axes que j'ai déjà un peu évoqués, mais je les reliste ici. Là, cette partie du livre, c'est de regarder en fait dans le débat public actuel les propositions qu'on voit pour essayer de briser le lien entre innovation et inégalité. Quelles sont-elles? Il y a toujours l'idée de taxer les innovateurs, donc taxer davantage le patrimoine ou taxer les très hauts revenus pour essayer de redéployer, redistribuer la rente de l'innovation. Donc ça, en soi, ça peut se défendre. Néanmoins, il faut toujours se demander si on n'est pas arrivé à un niveau d'imposition dans un pays comme la France où, en fait, en imposant encore davantage, on pourrait finir par réduire nos recettes fiscales, avoir en fait un effet très faible sur la redistribution parce que les gens vont finir par moins investir, moins travailler si on les taxe trop. Et donc là aussi, c'est une question empirique, c'est une question qui est politiquement très présente dans le débat, mais on peut la traiter comme une question empirique. Et donc, ce qu'ont fait les économistes, c'est analyser plusieurs réformes d'imposition et dans plusieurs cas, vous pouvez mesurer les effets de changement d'imposition sur les dividendes, sur le revenu du travail, etc. Qu'est-ce que ça a fait sur l'économie et sur les rentrées fiscales, sur l'innovation. Et donc, moi, la lecture que j'ai de cette littérature, c'est que pour des pays comme les États-Unis, vous avez encore une marge pour taxer davantage. Pour des pays comme la France, quand vous additionnez toutes les formes d'imposition, y compris cotisation sociale, en plus de l'impôt sur le revenu, en fait, on a l'air proche d'un niveau d'imposition où ça devient assez risqué de taxer davantage. Donc, on peut vouloir le faire, on peut dire peut-être le risque, peut-être le jeu en vaut la chandelle, mais on
c'est quand même un risque de ralentir l'innovation et en plus même de réduire nos rentrées fiscales et donc de ne pas pouvoir redistribuer, de ne pas pouvoir financer tout ce qu'on a besoin de financer. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est taxer les robots. Et donc ça, j'ai déjà dit, comme on voit qu'en fait, au niveau d'un pays, adopter plus rapidement des technologies, ça permet peut-être paradoxalement en fait, de mieux s'en sortir parce qu'on est plus concurrentiel face à d'autres pays à l'étranger, donc on préserve mieux l'emploi. Donc taxer les robots, ce serait contre-productif. Ensuite, la grande proposition qui est souvent liée à la taxe sur les robots, c'est de dire on peut aussi instaurer un revenu universel. Et on devrait parce que plein de travailleurs vont se retrouver sans emploi à cause des robots ou à cause de l'IA. Comme je disais, dans les données, on ne voit pas de disparition massive d'emplois. Et si c'était le cas, un revenu universel, ça semblerait être quand même une approche assez, à mon sens, trop limitée, parce que ça serait traiter les symptômes et pas vraiment les causes. On donnerait un peu comme un strict minimum, un revenu à toute une partie de la population qui aurait perdu son emploi. Donc, il y aurait d'autres raisons peut-être d'instaurer le revenu universel, mais de dire qu'on perçoit un risque sur l'emploi à cause de l'IA, à cause des robots et qu'on va le traiter avec le revenu universel ne me semble pas convaincant. Pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai dit, les robots semblent plutôt être positifs pour l'emploi, au niveau en tout cas d'un pays comme la France. Et ensuite, le quatrième axe, ces trois premiers axes, on peut dire aujourd'hui dans le paysage politique français, c'est plutôt des propositions portées par les opposants au gouvernement actuel. Et le gouvernement actuel, en revanche, porte un axe de planification en parlant notamment de réindustrialisation, en parlant de transition écologique. Et donc là, il ne s'agit pas de dire que c'est forcément contre-productif, mais en tout cas que ce n'est pas une approche qui prend en compte les grands axes que j'évoquais juste avant, notamment sur la question de la sociologie des innovateurs, qui devient innovateur, et la question de l'éducation, pour la capacité à vraiment diffuser très largement l'innovation. Parce que cette planification de l'innovation telle qu'on l'a fait, elle passe surtout par les subventions. Et donc, il s'agit de rendre l'innovation moins coûteuse, tout simplement en subventionnant avec des outils comme le crédit d'impôt recherche. Et donc, à mon sens, c'est une logique qu'on a poussée jusqu'au bout, peut-être trop loin. Il y a d'ailleurs plusieurs travaux d'évaluation sur des dispositifs comme le crédit d'impôt recherche qui montrent qu'il y a un effet d'entraînement très faible. En fait, notre vraie contrainte, c'est plutôt qu'on n'a pas assez de talent pour créer ou de talent pour adopter les innovations, plutôt que de dire que c'est des problèmes de financement. En tout cas, le financement n'épuise pas tout. Donc, le message ici, c'est de dire que ces propositions s'avèrent souvent insuffisantes, parfois contre-productives s'agissant de la taxe sur les robots, souvent aussi, à mon sens, court-termistes, parce que c'est des choses qui sont un peu spectaculaires. On peut taxer, on peut dire on va dépenser 5 milliards d'euros pour faire une usine de semi-conducteurs. Donc, c'est des choses qui frappent les esprits, mais qui ne traitent pas certaines des forces profondes qui déterminent l'innovation et les types d'innovation, notamment la sociologie des innovateurs, d'où viennent les innovateurs, et l'éducation du plus grand nombre, qui permet de diffuser les innovations très largement. Et donc, c'est sur ces deux volets-là, ensuite, qu'on va revenir pour réfléchir aux propositions alternatives qu'on pourrait promouvoir. Merci. Donc, 4 axes qui sont à rejeter. En écho peut-être au premier que vous avez abordé, une question sur les inégalités et la manière et l'incitation, à innover. Ces inégalités ne sont-elles pas une incitation à innover elles-mêmes, dans le sens de pouvoir justement se démarquer et monter l'échelle sociale à travers l'innovation? Oui, c'est une interprétation possible. Et la manière dont les économistes essayent de traiter ça, c'est de regarder empiriquement quand on a changé le système d'imposition. Il se trouve, par exemple, le Danemark a fait des grandes réformes et on a plein de données très précises, de données administratives où on suit en fait toutes les bases de données fiscales du Danemark. Donc, on peut voir si les propensions à innover ont changé autour de réformes comme ça. Et donc, on peut estimer une élasticité de l'innovation au taux d'imposition et plus généralement une élasticité du travail, de l'investissement à ces différentes taxes. Et donc, il y a des réponses qui sont non nulles et en même temps, elles ne sont pas gigantesques. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes des pays comme la France et le Danemark, vous n'êtes pas trop loin, je pense, des taux au-delà desquels taxer davantage peut vraiment réduire tellement les incitations que les gens finissent par innover moins et par travailler moins.
Donc, juste pour vous donner des chiffres, c'est difficile de dire exactement quel est le taux au-delà duquel ça devient contre-productif, mais on peut dire que c'est de l'ordre de 60 à 70% d'imposition, tout compris, donc c'est-à-dire impôt sur le revenu, cotisation sociale, TVA, il faut tout cumuler. Donc on est dans ces eaux-là pour la France et pour le Danemark. Et donc c'est la zone au-delà de laquelle le revenu taxer davantage le revenu du travail pourrait être contre-productif. Et pour le revenu du capital, c'est plus faible parce que l'investissement répond beaucoup plus fortement. Donc ce serait plutôt dans la zone de l'ordre de 35-40%. Donc voilà un peu les ordres de grandeur qu'on a sur cette question-là. D'accord. Donc, je vous propose de passer à la partie 3. On a de nombreuses questions justement sur eh bien, ce que vous proposez pour concilier innovation et limitation des inégalités. Alors, il s'agit de proposer quelques nouvelles priorités, sans bien sûr dire que ce sont les seules choses à faire, mais en tout cas dire que c'est des priorités qu'on peut constater à travers plusieurs études et qui pour l'instant ne sont pas portées dans la pratique des politiques publiques. Donc, le premier enjeu, c'est de démocratiser l'accès aux carrières de la science, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. On peut appeler ça le sujet des Marie Curie perdues, et on va venir du coup au titre de l'ouvrage, qui peut sembler un peu curieux et mystérieux. Donc, le constat, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a plein d'individus qui ne se tournent pas vers l'innovation, alors qu'ils en auraient les aptitudes. C'est le cas pour les femmes, c'est aussi le cas pour les personnes d'origine modeste. C'est aussi le cas pour des personnes qui viennent de certains territoires. Donc, je vous ai déjà montré tout à l'heure les hétérogénéités dans la propension à devenir innovateur en fonction du revenu des parents. Il y a aussi beaucoup d'hétérogénéité territoriale. Ici, vous avez des cartes pour les États-Unis et pour la France. Je ne sais pas dans quelle mesure elles sont lisibles sur votre écran, mais en gros, vous avez des couleurs différentes qui montrent les taux d'enfants qui deviennent plus tard innovateurs, avec là aussi différentes définitions, détenteurs de brevets, entrepreneurs. Tout ça est assez similaire après en termes de couleurs, que vous preniez une définition ou une autre. Et en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une concentration de l'origine des innovateurs. C'est-à-dire qu'on sait que les innovations ont lieu en des endroits très concentrés. Par exemple, vous avez beaucoup d'innovations dans la Silicon Valley. Mais il y a un autre effet qui est un effet de pépinière d'innovateurs de la génération future. Et donc, dans plusieurs travaux, on essaye de comprendre d'où est-ce que ça vient et on conclut que ça a vraiment trait principalement à des phénomènes sociologiques sur les rôles modèles, les phénomènes de mimétisme, à qui est-ce qu'on s'identifie, quelle carrière est-ce qu'on s'imagine. Et donc, si vous baignez dans un environnement où l'innovation, c'est assez fréquent, c'est assez commun, vous pouvez ensuite vous tirer les plans sur la comète et vous lancer dans ce type de carrière et faire les bonnes études. Donc, ça soulève plein de sujets d'orientation. Et donc, je vais revenir dans un instant avec quelques exemples concrets. Là, c'est juste pour illustrer qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité spatiale. Et il se trouve qu'en France, le Morbihan, c'est la région qui a le plus faible taux d'enfants qui un jour deviendront chercheurs ou ingénieurs, alors même que c'est un département en fait où les résultats scolaires sont plutôt bons et où l'activité économique est plutôt bonne, mais c'est un territoire où vous avez plutôt des activités agricoles, des activités touristiques et relativement peu d'activités liées à la science, liées à l'innovation. En revanche, dans le département des Alpes-Maritimes, vous aviez la technopole de Sophia Antipolis. Là, vous avez aussi beaucoup d'enfants qui un jour deviendront entrepreneurs innovateurs. Et de manière intéressante, ces différences sont toujours vraies quand vous regardez des gens qui aujourd'hui vivent par exemple à Paris. Ils vivent au même endroit. Ce n'est pas qu'une question d'accès là où vous vivez. C'est en fonction de là où vous venez, même si vous vivez au même endroit qu'un autre aujourd'hui, où vous avez construit une carrière différente et vous avez des envies différentes et donc vous faites des activités différentes. Donc, le deuxième élément de constat que je voulais montrer ici, c'est avoir une idée du potentiel macroéconomique de ce genre de disparité. Donc, supposons qu'on puisse réduire les disparités entre les personnes issues de milieux modestes et celles de milieux aisés, ou entre les femmes et les hommes. En fait, le potentiel de talent inexploité est de l'ordre de, on pourrait avoir 3 fois plus d'innovateurs qu'actuellement. Et ensuite, on peut mettre ça dans un modèle macroéconomique qui essaye de mesurer dans quelle mesure ça aurait un effet sur la croissance, étant donné qu'il peut y avoir des effets d'éviction ou de remplacement. C'est-à-dire que les nouveaux innovateurs qu'on inspirerait, qui viennent des populations aujourd'hui éloignées de l'innovation, peut-être vont remplacer certains innovateurs qui aujourd'hui exercent cette activité. Donc, est-ce que c'est un jeu de chaise musicale ou pas? Il y a une approche basée sur des modèles macroéconomiques qu'on utilise souvent pour d'autres sujets comme regarder les effets des crédits d'impôt recherche. Donc là,
pas rentrer dans la méthodologie en détail, mais globalement, si vous doublez le nombre d'innovateurs en atteignant une parité parfaite entre femmes et hommes dans l'accès aux carrières d'innovation, ça augmenterait le taux de croissance annuel de la productivité de 1% tel que c'est aujourd'hui à 1,8%. Donc, ça ne doublerait pas totalement. Donc, vous doublez le nombre d'innovateurs potentiels, mais vous ne doublez pas tout à fait le taux de croissance parce qu'il y a un peu d'éviction, mais c'est pas total. Et le message principal, c'est que c'est un effet macroéconomique très fort. Ça fait 22 milliards d'euros de PIB supplémentaires chaque année. Ça veut dire 10 milliards d'euros de recettes fiscales en plus chaque année. Donc, c'est des ordres de grandeur très importants si on compare avec, par exemple, ce qu'on peut espérer d'une taxation accrue de certains types de revenus. Et donc ça me semble important parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on se dit que c'est peut-être beaucoup d'entre nous, je pense, se disent, effectivement, il y a une sous-représentation des innovateurs de certaines origines, mais c'est peut-être pas quelque chose qui pourrait être vraiment transformant si on parvenait à résoudre ce problème. Là, l'argument est de dire que si, en fait, tout porte à croire que ça puisse avoir un effet macro très important. Et après, on peut se dire, bon, d'accord, il y a une sous-représentation, il y a peut-être un effet macroéconomique important, mais peut-être que c'est très difficile de changer la donne parce que c'est des choix très personnels, hein, de se lancer dans telle ou telle carrière. Et donc, peut-être que c'est très difficile de changer la donne. Mais en fait, il semble qu'on ait plusieurs axes de réforme vraiment à portée de main. Je donne un exemple ici. C'est une étude qui a été faite par des collègues de l'École d'économie de Paris. Et c'est le sujet de l'orientation scolaire. Et notamment, ici, ils regardent des classes de lycée et les choix pour aller en classe préparatoire aux grandes écoles, filière scientifique. Donc, on va comparer filles et garçons et on compare des gens qui ont des niveaux en mathématiques différents. Donc, vous avez le Q1, Q2, Q3, Q4, c'est les quartiles de la performance en mathématiques au bac. Et donc, parmi le Q4, les 25% les meilleurs, chez les filles, vous avez de base, regardez la barre solide orange, vous avez 24% des filles qui vont en classe prépa scientifique. Chez les garçons, vous regardez la barre solide grise et vous êtes alors de l'ordre de 43% de garçons qui vont en classe prépa scientifique. Vous avez une énorme différence, presque du simple au double, et on sait qu'effectivement, c'est très loin de la parité en classe prépa scientifique. Eh bien, ce que les chercheurs ici ont regardé, en partenariat avec la Fondation L'Oréal, c'est un programme de la Fondation L'Oréal qui vient pour 1 heure dans des classes de terminale pour présenter les carrières des scientifiques de la Fondation L'Oréal, qui font des choses assez différentes. Certains analysent les données des consommateurs, d'autres créent des nouveaux produits, donc avec une formation d'ingénierie sur des sujets spécifiques. Et donc, ils présentent leur carrière, ils présentent leur parcours éducatif, et ça a un effet très important sur les choix, notamment des filles. Que vous voyez ici, c'est les points avec l'intervalle de confiance, les tirets de chaque côté. Donc, par exemple, pour les filles du quartile supérieur, maintenant, elles passent de 20 et quelques pourcents, 24%, à 40% de filles qui vont en classe prépa scientifique. Donc, c'est vraiment un changement énorme et qui, en fait, les ramène quasiment au niveau des garçons. Pour les garçons, le changement est beaucoup plus faible. Cette intervention ne change pas grand-chose parce qu'en fait, ils étaient déjà sensibilisés, ils se projetaient déjà dans ces carrières. Et donc ça, c'est un exemple qui est déjà fait à assez grande échelle. Ils sont allés dans 20 000, ils ont touché 20 000 élèves avec ce programme qui a été évalué. Mais on est quand même loin de le faire à très grande échelle. Et donc, un des messages du livre, c'est de dire qu'on a un tissu associatif qui a commencé à travailler sur tout ça, mais qui ne peut pas le faire à grande échelle, qui ne peut pas le faire de manière à long terme. Il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes d'accès aux écoles. Et donc, on devrait identifier ça comme l'un des nouveaux piliers de la politique d'innovation. On a un ministre de l'éducation, de l'économie, Bruno Le Maire, qui a sorti un livre, je crois, cette semaine, dans lequel il reprend certains de ces éléments, mais il propose aussi des quotas d'accès en fonction du genre aux classes prépa. On en pense ce qu'on veut, mais vous voyez, ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est même pas une question de quotas, c'est vraiment purement une question d'information. Et en 1 heure, vous arrivez quasiment à la parité. C'est presque trop beau pour être vrai, mais ça vaudrait le coup de tenter ça à très grande échelle. Il y a beaucoup d'autres outils possibles, mais l'axe, c'est de dire, voilà, indépendamment du sexe, du milieu social, du territoire d'origine, on veut que chacun soit sensibilisé aux carrières de la science, de l'innovation. Et ça peut être fait de plein de manières avec ces ateliers d'information, mais aussi du mentorat, des stages, des concours d'innovation. Et il faut surmonter, je pense, 2 obstacles. Un, c'est de se dire que, en fait, c'est pas du tout un gadget, ce type d'approche. En fait, ça peut être vraiment très structurant et transformant.
Et d'autre part, aujourd'hui, on a plein d'agences de financement public de l'innovation, mais qui sont focalisées vraiment sur des projets innovants et pas du tout sur cette orientation vers l'innovation, découverte de la science. Et donc ça, en fait, ça pourrait tout à fait être, il devrait tout à fait être réorienté. Donc ça, c'était le sujet numéro 1. Sujet pour la création d'innovation, l'accès à ces carrières. Et le sujet numéro 2, c'est plus la question de la productivité. Et la productivité qui passe par l'éducation et par la diffusion des innovations. C'est plus la création des innovations seulement, mais aussi et surtout leur diffusion. Et donc, un élément de contexte, peut-être que vous avez vu des éléments pour dire que la France avait un niveau de productivité élevé par heure travaillée par rapport à ses voisins. Du coup, on peut dire le problème principal de la France, c'est qu'il y a trop peu d'heures travaillées, mais par heure travaillée, on est quand même assez productif. En fait, ce constat n'est plus vrai. On est, depuis la fin des années 2000, on est moins productif que certains pays comme l'Allemagne ou les États-Unis par heure travaillée. On est encore plus productif que certains autres, mais en tout cas, on n'a plus une situation aussi spectaculaire maintenant derrière plein de pays, y compris l'Allemagne et les États-Unis. Et donc, dans le livre, sur la base de travaux faits avec le Conseil d'analyse économique, développe l'argument que une des causes de ça, c'est le décrochage éducatif français, qui ralentit la diffusion des innovations et donc la productivité. Donc, il y a un impératif de susciter des vocations, trouver les Marie Curie perdues, mais il y a un autre qui est celui de renforcer la qualité générale de l'éducation en France. Et donc, c'est un sujet inépuisable, mais pour vous donner juste un exemple des classements éducatifs, vous pouvez regarder ici des scores, c'est les scores PISA et les scores Teams en mathématiques. Le point rouge, c'est la France. Donc, vous voyez pour la cohorte née en 1982, le point rouge est plutôt dans la première partie du tableau. Et ensuite, le point rouge descend. Et pour les cohortes nées en 2005, 2009, le point rouge est tout en bas. Donc, ici, on compare tous les points. C'est les mêmes pays, ceux qu'on peut suivre au cours du temps dans ces tests. Donc, souvent, en tout cas, pendant longtemps, il y avait beaucoup de scepticisme sur ce type de résultats en disant c'est des tests qui peut-être mesurent mal la réalité de l'enseignement en France, les tests sont biaisés contre la pédagogie, les enseignements en France peut-être. Donc on peut regarder à l'inverse, pour être sûr qu'on mesure des choses correctes pour la France, on peut regarder des tests qui ont été faits par l'éducation nationale. Et donc ici, vous avez des résultats qui viennent de la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, un service de l'éducation nationale, la DEP. Ils ont fait le même test en maths, performance de calcul entre 1987 et 2017 pour les élèves de CM2. Et donc, vous avez des résultats tout à fait impressionnants. Vous avez une baisse du niveau moyen, mais aussi une baisse des meilleurs élèves. Donc, j'insiste sur ce point-là parce qu'il est très peu connu. Donc, vous regardez, par exemple, ici, ils ont défini en 1987 des déciles de performance. Donc, par définition, au-delà du 9e décile, vous avez 10% des gens. 2017, test tout à fait comparable, vous n'avez plus que 1% des élèves qui arrivent au-delà de ce seuil. Donc, vous avez perdu 90% de vos très, très, très bons élèves. Et d'ailleurs, vous regardez d'autres choses comme les Olympiades de mathématiques, vous voyez aussi qu'il y a une baisse des résultats. La France était très performante dans les années 90, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc, il y a plein d'indices concordants pour dire que ce n'est pas qu'une baisse du niveau moyen, c'est aussi une baisse des meilleurs élèves et aussi une baisse des moins bons, une baisse globale. Et on peut revenir plus en détail sur les raisons de cette chute, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucun autre pays comparable qui connaît une telle chute de sa performance éducative et que c'est un fort enjeu macroéconomique. Pour donner un ordre de grandeur ici, si la France parvenait à combler 1/5 de l'écart qui la sépare des pays les plus performants comme la Finlande, ça fait 20 points dans PISA, alors on aurait une hausse de la croissance économique à terme, via les effets de diffusion, de l'innovation, etc. Et 15 ans plus tard, ça vaut de l'ordre de 150 milliards d'euros de PIB. Et donc, l'éducation, c'est important, bien sûr, pour de très nombreux sujets et pas que pour l'économie. Mais l'avantage de faire le lien avec l'économie, c'est que ça donne aussi des raisons d'investir dans l'éducation, parce que ça peut être des réformes qui peuvent être autofinancées. Et d'ailleurs, il y a plusieurs études mentionnées dans le livre qui montrent très concrètement, avec des mesures empiriques très précises, qu'effectivement, il y a des mesures qui sont autofinancées parce que vous rendez les gens plus productifs, donc ils payent plus d'impôts à terme. Et donc, en fait, vous financez votre réforme, même si vous avez les recettes dans très longtemps. Bien sûr, c'est quelque chose qui doit être fait avec une perspective de long terme en tête. Et donc, ça requiert un peu des ajustements dans la manière dont on réfléchit aux ajustements sur les finances publiques, par exemple.
Donc, le message très général que je vais ici juste esquisser pour qu'on ait le temps d'avoir un échange dans les 10 dernières minutes, c'est de dire qu'il faudrait refonder notre ambition éducative, se fixer un cap pour dire où est-ce qu'il faut remonter notre niveau. De même que pour la transition écologique, on a fixé un cap pour dire c'est la manière dont on va réduire les émissions par secteur, c'est en gros comme ça. Pour le plein emploi, on a des objectifs de réduction du chômage. On n'a pas d'objectif aujourd'hui de hausse du niveau scolaire et on devrait s'en doter. Sinon, on court le risque en fait de faire plusieurs réformes qui peuvent sembler ambitieuses, mais qui en fait sont pas à la hauteur. Un exemple de ça, c'est le dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire, qui a eu un effet sur la remontée du niveau, mais qui a un effet en fait très faible par rapport à la baisse de niveau qu'on a constatée et par rapport à l'ampleur des inégalités entre les zones d'éducation prioritaire et le reste du territoire. Puis il y a plein d'autres sujets, y compris la rémunération des enseignants, l'attractivité du métier d'enseignant. Et donc là, en termes de grands principes, c'est de dire qu'il faut agir sur plein de leviers à la fois. Il n'y a pas une seule réforme iconique qui permet de faire remonter le niveau, mais il faut être conscient que si on fait tout ça de concert, ça peut avoir un effet très important sur la diffusion de l'innovation et sur l'économie. Et après, on peut aussi réfléchir à d'autres aspects, par exemple sur le fait de faire des réformes spécifiques en lien avec l'innovation, par exemple, encourager la pratique du code informatique, faire des cours d'initiation à l'entrepreneuriat, ça c'est aussi intéressant pour susciter les vocations et sensibiliser à tous ces sujets-là. Puis le livre parle aussi de 3 autres aspects, mais qu'ici je vais juste citer, et puis on verra si vous avez des questions sur ça. Un, c'est les questions d'évaluation de la politique d'innovation, pour en fait rendre plus efficace les mesures qui aujourd'hui sont portées, par exemple pour tout ce que j'évoquais tout à l'heure sur les subventions à l'innovation. Il y a un autre sujet sur le rapport à la mondialisation. Aujourd'hui, on est devenu très timide sur l'idée d'étendre nos marchés, de rester ouvert, alors même qu'en fait, comme pays de faible taille, on dépend beaucoup de l'étranger pour innover. Vous pouvez penser par exemple à l'aéronautique, à Airbus. Vous avez 95% des appareils qui sont vendus hors de l'Hexagone. Et un troisième élément qui est plus spéculatif, mais il me semble important, c'est d'essayer d'inventer des institutions qui donnent une enceinte pour que les citoyens puissent parler des innovations, des peurs qu'elles suscitent, par exemple sur l'IA générative. Il y a un rapport qui a été remis cette semaine au président de la République ou la semaine dernière, mais qui n'impliquait pas des citoyens directement, c'est toujours des experts, donc ça c'est intéressant, mais on pourra aussi avoir d'autres versions où on donne plus de voix au chapitre à des populations qui aujourd'hui n'ont pas voix au chapitre, parce que ça peut faire sortir de nouvelles idées. C'est à nouveau cette idée qu'il faut démocratiser l'innovation en un sens très large. Et les 2 priorités sur lesquelles je voulais insister, c'était susciter les vocations, trouver les mérites pluriperdus et contrer le décrochage éducatif pour promouvoir la diffusion large des innovations. Et donc c'est ça le sens du propos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, l'innovation, c'est un processus collectif. Il ne s'agit pas que de trouver les entrepreneurs les plus géniaux, que d'impulser des grandes innovations avec des subventions depuis le sommet de l'État. En fait, il faut aussi parier sur l'éducation du plus grand nombre et sur l'accès très large aux professions de l'innovation. Les slides seront par ailleurs mis en ligne sur le site de Melchior si ça vous intéresse. Merci. On peut retenir, notamment à travers tout ce que vous avez dit, qui est très très intéressant, qui est la puissance en fait de ces réformes en termes d'impact sur la croissance. Moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué à la lecture de votre livre. Ce sont des réformes qui potentiellement génèrent beaucoup d'impact sur la croissance économique. J'aimerais revenir sur une première chose. Vous avez évoqué la manière de repenser les finances publiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Et puis peut-être aussi, on a des questions sur l'urgence des réformes. Vous évoquez dans le livre la nécessité de mobiliser tout le monde, de mobiliser en fait le pays, les politiques, mais pas simplement la presse. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus aussi? Oui, alors sur le premier point, j'ai fait cette petite remarque sur les finances publiques. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas vraiment de distinction, pas du tout même de distinction entre des dépenses
qui ont un effet avéré sur les recettes publiques futures et dont on peut penser du coup qu'elles seront autofinancées. En fait, on pourrait faire cette distinction et dire il y a des dépenses qui relèvent de l'investissement et dont on pense assez clairement qu'elles vont en fait s'autofinancer et donc les traiter différemment. Et donc, par exemple, quand on réfléchit à des coupes budgétaires, ce qui est beaucoup dans les discussions ce mois-ci, on pourrait dire on sanctuarise en fait les dépenses qui en fait sont des investissements pour l'avenir et qui peut-être même sont bonnes pour le budget de l'État dans une perspective de long terme, plutôt que d'afficher des coupes partout d'une manière un peu symbolique. Et donc cette approche-là, elle n'existe pas vraiment aujourd'hui. Et il me semble que la difficulté, c'est toujours de dire comment est-ce que vous allez déterminer que tel type d'investissement est bon, parce que vous ne pouvez pas dire non plus par principe que la dépense éducative est toujours bonne. Parce que par exemple en France, on n'a pas un niveau de dépense par élève qui est plus faible que la moyenne de l'OCDE. On a des résultats qui sont plus faibles que la moyenne de l'OCDE. Donc il y a aussi des enjeux bien sûr d'efficacité. Donc la manière dont je vois les choses, c'est plutôt de dire que au moins dans certains cas, vous pouvez évaluer vos mesures et donc du coup, vous assurer qu'elles sont efficaces et donc donner à la fois plus de place à l'évaluation et à la perspective de long terme dans les schémas de finances publiques. Ça permettrait de dire, ça c'est des mesures dont on pense qu'elles peuvent être sanctuarisées et on va vérifier au cours du temps, grâce à ces évaluations, qu'effectivement elles parviennent à leur fin. Et dans le cas de l'éducation, ça veut dire faire en sorte de mesurer que telle réforme a un effet sur les résultats et après, on a des ordres de grandeur pour voir que tel changement des résultats, à long terme, crée tel effet sur les finances publiques, crée tel effet sur l'économie. Là, c'était pour la première question en lien avec finances publiques. Deuxième question, mobilisation large. Oui, en fait, ce que je voulais dire par là, c'était que l'idée de susciter des vocations, ça passe forcément par la société dans son ensemble. Il faut impliquer les entreprises. A priori, il faut impliquer aussi les labos de recherche. Il faut faire dialoguer ces institutions avec l'école. Les parents d'élèves peuvent aussi venir présenter leur carrière, mais on ne peut pas uniquement se reposer sur les acteurs locaux, sur les parents d'élèves, parce que sinon on renforce les biais qui existent dans un milieu. Donc on veut mobiliser largement, mais aussi orchestrer les interventions pour que chacun puisse être sensibilisé à ces carrières de l'innovation. Par exemple, dans le Morbihan, vous auriez beaucoup moins de parents d'élèves et notamment de femmes scientifiques. Alors que dans les Alpes-Maritimes, vous auriez beaucoup plus de scientifiques et d'innovateurs et toujours assez peu de femmes. Et donc, vous voulez trouver une manière d'exposer la jeune génération à des profils très différents dans lesquels ils peuvent se reconnaître. Et je pense plus généralement, ces sujets, ça c'était pour la partie sur les vocations, mais si on dit on veut mettre à l'agenda, par exemple, le sujet éducatif et dire que c'est une priorité, ça passe aussi par une prise de conscience collective, d'en parler dans les médias. On a un ministre maintenant devenu Premier ministre qui avait beaucoup poussé ça il y a 6 mois, mais qui en fait est parti très vite. Donc, on ne sait pas trop si les mesures annoncées vont vraiment être mises en œuvre. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de noter que le débat aujourd'hui donne assez, en tout cas économique, donne assez peu de place à ces enjeux d'éducation, alors qui sont vraiment majeurs pour la croissance, pour l'économie. Et on a beaucoup plus de débats sur d'autres sujets comme la planification, par exemple, ou des propositions de taxation des robots ou de certaines catégories de revenus. D'accord. Donc, est-ce qu'on en a fait autant qu'il aurait fallu? La réponse semble assez claire. Probablement pas. Et d'ailleurs, on peut voir des pays comme l'Allemagne, quand ils avaient eu des mauvais résultats au classement PISA dans les années 2000, il y avait eu tout un battage médiatique pendant 1 an. Ça avait été vraiment un traumatisme national. Et ils ont de fait remonté leur score en une dizaine d'années. Là, plus récemment, ils s'en sortent pas très bien parce qu'il y a eu la période Covid et ils ont fermé leurs écoles. Mais en tout cas, l'exemple allemand, l'exemple portugais, à la fin des années 2000, montre qu'il y a des pays qui ont réussi à avoir une action forte et qui a mobilisé très, très largement. Et peut-être une toute dernière question. Quelqu'un interroge sur la réforme annoncée du collège, si vous aviez quelque chose à dire sur ce choc des savoirs. Oui, je veux dire, c'est qu'il y a… C'est difficile de dire… Déjà, on devrait… Moi, pour ma part, je salue l'ambition parce qu'il y avait une ambition claire de faire remonter le niveau. Donc ça, c'est en soi intéressant. Mais la question des moyens disponibles pour mettre en œuvre les mesures annoncées
ne semblent pas résolues. Et plusieurs des mesures annoncées ne sont pas les mesures qui étaient les plus plébiscitées par les chercheurs et spécialistes des sciences de l'éducation. Par exemple, les questions sur le redoublement, leur efficacité dans les études étaient très questionnées, ne sont pas très efficaces. Et donc, il y avait une partie des mesures qui étaient peut-être politiquement porteuses pour les questions d'autorité, mais qui n'étaient pas forcément les mesures les plus à même de faire augmenter les résultats. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de garder en tête qu'il faudra prendre d'autres mesures et s'assurer que ces annonces-là soient mises en œuvre et les évaluer au fil de l'eau. Parce que sinon, le risque est grand que les changements soient insuffisants par rapport à l'ampleur de l'enjeu. Donc, évaluation, évaluation, évaluation. Et ambition. Ambition. Xavier Jaravel, un grand merci pour votre présentation qui était très limpide. J'espère qu'elle a donné envie à tout le monde d'aller regarder votre livre. Merci encore. Merci. Je laisse la parole à Béatrice. Merci beaucoup à vous deux, c'était vraiment passionnant. J'ai appris plein de choses que je vais pouvoir réutiliser pour mes élèves et dans mes cours. Alors effectivement, je joins mes recommandations de lire le livre passionnant de Xavier Jaravel, je l'ai dévoré, et puis vous retrouverez aussi le replay que vous pourrez réexploiter avec vos élèves en cours. C'est un bel outil pédagogique. Alors, je vous invite d'ores et déjà à bloquer vos agendas jeudi 21 mars pour échanger avec Gilles Berset pour un format Melchior M sur son dernier livre, Travailleurs mais pauvres. Voilà, Melchior contribue aussi, autant faire que se peut, à partager la connaissance et à faire monter le niveau, si je puis dire, de compréhension des grands enjeux économiques. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Belle soirée à tous et toutes. Au revoir. Au revoir.